Chaque message que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est moi qui le fais. Je réponds moi-même à chaque message privé aussi que je reçois. Donc, mais c'est beaucoup de travail, tu sais. Mais en même temps, moi, j'ai fait le choix de ça parce que je considère que même si les outils technologiques, les plateformes numériques sont un avantage pour rejoindre un grand nombre de personnes, je crois quand même que l'authenticité doit transparaître. Catherine Fournier, députée du Parti québécois. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir d'être là. Comment ça se passe donc jusqu'à maintenant là, sur le terrain? C'est votre deuxième campagne en fait, que vous avez déjà été élu il y a 1 an ou 2? Ça fait exactement 21 mois que j'ai été élue, donc un peu moins de 2 ans. J'ai été élue dans une élection partielle. En fait, moi, j'ai succédé à l'ancien député Bernard Drainville dans la circonscription de Marie-Victorin, donc qui représente grosso modo là, le centre-ville de Longueuil, la partie la plus urbaine. Donc, c'est une petite circonscription juste à l'extérieur du pont Jacques-Cartier, par exemple. Donc, ça se passe très bien. Je suis contente de vivre ma première campagne aussi au niveau national, au niveau des élections québécoises, parce que, bon, une élection partielle, la dynamique est très différente. Seul au combat, là, ouais. Il y a une équipe derrière vous. Là, on est vraiment... Ça se fait en équipe, là, le travail sur le terrain, puis beaucoup plus dépendant aussi de ce qui se passe au niveau national, nécessairement. Mais ça va bien parce que j'ai une équipe très solide avec moi. Donc, la politique, ça se fait vraiment pas tout seul. J'ai beaucoup de bénévoles, on rencontre les gens sur le terrain. Moi, je crois beaucoup à la politique de proximité aussi. Donc, j'ai toujours misé énormément sur le porte-à-porte, sur le contact direct avec les électeurs, avec les citoyens, les impliquer aussi dans le processus politique. Alors moi, c'est ce que je continue. J'avais jamais arrêté vraiment de faire ça non plus depuis mon élection. Donc pour moi, c'est la poursuite. Puis il y a tous les autres aspects de la campagne nationale qui s'y greffent, bien sûr, comme les différents débats auxquels je prends part et tout. Mais sinon, ça va très bien. Vous êtes très sollicité. Donc, vous faites une campagne plutôt traditionnelle. On aurait pu attendre d'une plus jeune députée qui voudrait, entre autres, stimuler le vote jeune, qu'elle s'implique davantage sur les nouvelles plateformes. Moi, je crois beaucoup à l'influence locale. Les gens regardent de plus en plus, oui, le parti politique, le chef, mais la personne qui se présente dans leur circonscription, parce qu'au final, c'est une personne pour qui ils votent qui va les représenter à l'Assemblée nationale. Puis moi, je crois à cette politique de proximité, donc d'aller voir les gens chez eux, dans leur quotidien, je considère que ça fait la différence. Mais ça ne m'empêche pas non plus d'être extrêmement active sur les plateformes numériques. Puis au contraire, je pense qu'aussi, comme jeune, la génération milléniale, je les maîtrise très bien, ces plateformes-là. Et d'ailleurs, je suis moi-même l'unique gestionnaire de l'ensemble de mes réseaux sociaux. Donc ça, je pense que c'est assez... disons qu'il n'y a peut-être pas grand monde qui le font. Donc c'est vous qui écrivez tous les messages qu'on voit signés par votre... Chaque message, mais c'est beaucoup de travail. Mais en même temps, moi, j'ai fait le choix de ça parce que je considère que même si les outils technologiques, les plateformes numériques sont un avantage pour rejoindre un grand nombre de personnes, je crois quand même que l'authenticité doit transparaître dans ces plateformes-là et je considère que la meilleure façon pour que ça soit un message authentique, mais que ça soit moi-même qui soit derrière ça. Puis j'y crois beaucoup. Moi, je montre les différents aspects aussi de la politique via les réseaux sociaux. Je suis très active aussi sur Instagram. Donc, j'ai des milliers d'abonnés qui, chaque jour, regardent, par exemple, mes stories, donc mes petites histoires que je fais, que je montre un peu le derrière de la caméra, puis où j'expose un peu comment je me sens aussi par rapport à la campagne. À chaque jour, en quelque sorte. Oui, à chaque jour, je fais une petite mise à jour pour dire c'est quoi mon état d'esprit actuel selon aussi ce qui se passe dans l'actualité, puis des activités que je fais. Puis en tout cas, les retombées que j'en ai, les gens qui me contactent, qui m'écrivent, c'est extrêmement positif. Ça leur permet aussi d'humaniser peut-être les gens qui font de la politique. Ça, je l'ai beaucoup comme commentaire. Puis ça permet aux jeunes, notamment, de s'intéresser davantage aussi à la chose politique parce que, bon, sur la plateforme comme Instagram, c'est très, très majoritairement des jeunes qui me suivent. Mais même sur les actions de terrain que je pose, je fais beaucoup de porte-à-porte, mais par exemple, la semaine dernière, avec mon équipe de bénévoles, qui est beaucoup de jeunes qui me suivent, on est allé faire du porte-à-porte qui était ciblé, justement, chez les jeunes pour leur remettre une lettre que je leur avais écrite moi-même, donc qui était destinée aux nouveaux électeurs, ceux qui vont avoir le droit de voter pour la première fois le 1er octobre. Et je leur disais pourquoi moi, justement, comme jeune femme, j'avais décidé d'investir en politique. Et donc, comment ils pouvaient faire pour s'informer aussi de ce qui se passait, des enjeux dans la présente élection. Donc ça aussi, ça fait une différence. Puis je l'avais fait dans mon élection partielle, puis j'avais eu plusieurs messages de jeunes qui m'avaient écrit par la suite sur les réseaux sociaux. Puis
c'est encore le cas là, depuis qu'on a lancé l'opération il y a quelques jours. Donc ça, c'est motivant. Est-ce que votre modèle pour faire de la politique est en train de s'étendre au sein du Parti québécois? Ben oui, sincèrement, je pense qu'effectivement, ça s'en va dans cette direction-là. Moi-même, quand on était en session parlementaire, parfois, je faisais des choses sur les réseaux sociaux, puis là, mes collègues venaient me voir pour me demander comment je faisais telle ou telle chose. J'ai enseigné comment fonctionnait Instagram à certaines de mes collègues aussi, puis tant mieux. C'est effectivement, je peux faire des choses qui peuvent justement montrer à d'autres députés de d'autres générations que c'est possible d'utiliser les réseaux sociaux aussi peut-être autrement que ce qu'ils avaient pensé au départ. Puis moi, en même temps, j'apprends beaucoup de leur expérience ici, de leur sagesse comme député, des modèles qu'ils avaient implantés dans leur circonscription, des trucs qui fonctionnaient pour impliquer plus les citoyens aussi dans la prise de décision. Par exemple, le fait d'organiser des assemblées citoyennes, j'avais des collègues qui le faisaient. Moi, j'ai décidé de l'instaurer aussi en arrivant comme députée de Marie-Victorin. Donc, je pense que on s'apprend mutuellement. Puis chaque député et chaque candidat a souvent des idées originales aussi qu'ils vont appliquer durant sa campagne électorale ou même dans son travail de député pour ceux qui sont élus. Puis moi, en tout cas, je me suis inspirée de plein d'initiatives de mes collègues. Puis tant mieux s'il y a des collègues qui s'inspirent de mes initiatives aussi. Pourquoi donc une personne née dans ces années, là, vers la fin du 20e siècle, décide de s'impliquer en politique à 20 et quelques années, là, ce qui n'est pas très courant quand même. Bon, d'où vous vient cette passion là, et ce goût pour l'engagement actif? Bien, c'est drôle parce que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fascinée par la politique. Quand j'étais petite, je regardais les élections, les pancartes électorales, j'incitais mes parents à aller voter. On dirait que c'était un petit peu instinctif que j'avais ça en moi quelque part, parce que pourtant, donc, c'est vous qui les influenciez ou qui cherchiez à les influencer? Exact, parce que ma famille n'était pas très politisée. Ma mère avait voté libéral toute sa vie parce que sa famille, c'était comme ça, puis c'était de génération en génération. Mon père, lui, était plus de tendance souverainiste. Il avait voté oui au référendum, justement, en 95. Ma mère a voté non par ailleurs, mais ils ne le savaient pas mutuellement avant que je leur pose la question. Donc, c'est dire à quel point la politique, c'était pas présent chez moi. Donc, c'était un intérêt, une curiosité qui m'est venue de moi-même, mais qui s'est renforcée surtout quand j'étais au cégep, parce que là, j'ai rencontré des gens qui, eux, étaient impliqués politiquement, puis moi, je ne savais pas que c'était possible de l'être. Je partais vraiment de zéro. Il y avait ma grand-mère qui, elle, était impliquée un peu, mais je ne le savais pas parce qu'elle ne me parlait pas tant de politique que d'histoire. Ma grand-mère, c'est une passionnée d'histoire et elle me gardait beaucoup quand j'étais petite. Puis ça, je pense que ça a eu une grande influence aussi sur mon parcours. Je pense qu'elle m'a donné l'amour aussi du Québec. Elle m'en a tellement parlé, donc c'est sûr qu'après, ça a certainement eu une influence sur mes valeurs politiques, sur les idées que je défendais. Moi, j'ai commencé à me questionner à savoir si j'étais souverainiste, parce que, comme vous l'avez bien dit, je suis née en 92, donc les débats constitutionnels, je les ai pas connus. J'avais 6 mois lors du référendum de Charlottetown, puis 3 ans au référendum sur l'indépendance. Donc, j'ai voulu me faire ma propre idée en pesant les pour, les contre, quels seraient les avantages à ce que le Québec devienne un pays. Donc, pendant tout un été, je pense que j'avais 19 ans, je suis allée me louer des livres à la Bibliothèque nationale, autant du côté pour que du côté contre l'indépendance, parce que je voulais vraiment forger mes propres arguments. Puis, à la fin de cet été-là, je me suis dit que j'avais envie de m'impliquer pour ce projet de société. Donc, une décision très rationnelle, en fait. Oui. Bien, rationnelle, en même temps. Bien, vous l'avez rationalisé, en tout cas, votre Je l'ai rationalisé, ça, c'est sûr. Mais c'est clair que pour moi, peu importe si j'avais décidé d'aller d'un côté ou de l'autre, mais pour moi, c'était tellement naturel, même si c'était rationnel, même si c'était pragmatique, parce que j'ai vu qu'on aurait des avantages à devenir un pays, bien, je me suis toujours sentie profondément québécoise. Puis c'est pas un rejet du Canada en tant que tel, c'est juste que j'ai aucun sentiment d'appartenance envers le Canada. Donc, pour moi, c'était naturel. Puis aussi, j'ai fait un échange étudiant de 6 mois aux États-Unis aussi quand j'avais entre 17 et 18 ans, au Texas. Oui. Puis c'est là aussi que j'ai pris conscience que je me sentais très québécoise. De la particularité du Québec. Exact, parce que je me rendais compte que les gens là-bas, ils ne connaissaient pas le Québec, qu'on n'existait pas en quelque sorte. Puis souvent, ils ne savaient pas qu'il y avait des francophones en Amérique du Nord. Puis c'est là que ça m'a un peu renversée. Puis j'ai voulu leur transmettre quelle était la culture québécoise, leur en parler. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à parler moi-même du Québec. Puis après, bien, avoir, évidemment, quand je suis revenue à l'école, au cégep ici, puis j'ai commencé à m'informer de façon très rationnelle, très pragmatique, bien, pour moi, c'est devenu naturel aussi de m'impliquer. Je rappelle que j'ai lu que vous étiez une excellente étudiante, boursière et tout. Bon, peut-être que plusieurs voies s'ouvraient à vous, étant donné ces compétences là, intellectuelles que vous aviez. D'ailleurs, le fait que vous ayez choisi les livres pour vous
connecté à la politique, c'est peut-être pas un hasard. Pourquoi avoir choisi clair. la politique, alors? Qu'est-ce qui C'est vous sûr. attire Moi, dans ce métier pour transformer les choses? Puis au cégep, moi, au début, je voulais aller en relations internationales. Après ça, je me suis dit, bon, j'ai des bonnes notes, donc je devrais aller comme toute personne qui a des bonnes notes en droit. C'est ce que mes amis me disaient, puis tout ça. Mais au final, tu sais, je me suis arrêtée, puis je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Parce que oui, il y a différentes façons de changer la société, mais avec mon implication politique qui commençait à être grandissante, je me suis dit, bien, ça aussi, tu sais, c'est un moyen extrêmement direct d'avoir une influence, puis sans penser en faire un métier, parce que moi, je pensais jamais devenir députée un jour. C'était vraiment pas un plan de carrière ou quoi que ce soit. C'est un peu naturellement que c'est arrivé, parce que comme bénévole, comme militante politique, je prenais de plus en plus de responsabilités, puis j'aimais ça. J'aimais l'action politique. Un jour, quoi, le parti a dit veux-tu t'impliquer? Non, pas vraiment. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Comment ça s'est passé? C'est vraiment moi qui ai décidé de me présenter. D'abord, comment ça se passe au Parti québécois, c'est que, bon, nous, on a des assemblées d'investiture. Donc, c'est les membres qui doivent voter pour qui est leur candidat ou leur candidate. Puis moi, je me suis dit, bien, j'ai envie de représenter les gens de Marie-Victorin. Moi, je suis une fille de la Rive-Sud. J'ai toujours vécu cette réalité-là aussi. Puis, en m'impliquant en politique, j'ai vu la différence que pouvait faire, par exemple, un député dans son milieu et tout. Et je me suis dit, il faut qu'on puisse avoir plus de jeunes femmes aussi en politique. Puis si moi-même, je me dis que je peux pas le faire, mais c'est pas un bon message envoyé, alors que moi-même, je crois que ça en prend plus. Donc, je vais montrer que oui, ça prend du travail, oui, il faut faire des efforts, oui, c'est des investissements, des sacrifices personnels, mais qu'on est capable d'y arriver, puis que la voix des jeunes doit être entendue aussi, puis qu'il doit y avoir une représentation plus juste à l'Assemblée nationale. Alors, j'ai décidé de foncer, je suis très fonceuse aussi comme personne, et de me présenter à l'investiture du Parti québécois dans la circonscription de Marie-Victorin. Bon, Marie-Victorin, pour le Parti québécois, c'est reconnu comme étant une bonne circonscription. Donc, vous pouvez vous imaginer que je n'étais pas toute seule à convoiter cette investiture. Finalement, on a été 6 candidats. Un château fort, quoi, on peut dire comme ça, presque, ouais. Disons, historiquement, il y a eu une élection qui a été remportée par le Parti libéral, qui était une élection partielle, mais en même temps, bon, la notion de château fort, je pense que c'est jamais très fixe. En tout cas, moi, du moins, je prends les choses vraiment pas pour acquises. Je travaille vraiment fort, puis pour moi, je me suis jamais assise sur mes lauriers, loin de là. Donc, j'ai décidé de faire l'investiture. On était 6 candidats, donc convaincre les membres, recruter des nouveaux membres aussi. Donc, ça a été une aventure de longue haleine. Ça a duré 3 mois presque comme investiture. Et finalement, j'ai remporté la confiance des membres de Marie-Victorin, ce qui a fait de moi la candidate et ensuite qui m'a permis de me présenter aux élections sous la bannière du PQ. Et pourquoi avoir fait ce choix? Parce que selon plusieurs enquêtes, c'est peut-être pas la principale préoccupation pour les gens de votre génération. Je crois que vous êtes déjà atypique en vous présentant si jeune en politique, mais en plus, vous l'êtes en défendant une cause qui semble de moins en moins plaire aux jeunes ou attirer les jeunes qui semblent avoir d'autres préoccupations. On pourra en parler après, là. Donc, pourquoi vous avez-vous choisi cette cause qui peut sembler un peu archaïque ou dépassée? Bien, si elle peut sembler archaïque ou dépassée, c'est parce qu'on n'a pas eu l'occasion justement de les faire, les débats. Souvent, les jeunes, c'est pas qu'ils sont moins souverainistes ou qui sont moins fédéralistes, c'est simplement qu'ils n'ont pas pris position sur la question, parce que comme moi, ils n'ont jamais été, sensibilisés ou ils n'ont jamais pris part aux grands débats constitutionnels qui se sont faits avant nous. Puis c'est correct, mais moi, je pense que notre génération doit aussi être entendue sur ces enjeux et doit faire le débat de la place du Québec dans le Canada, la place du Québec dans le monde. Pour moi, c'est un enjeu qui est éminemment d'actualité, qu'on voit ce qui se passe en Catalogne, en Écosse. On n'est pas le seul peuple au monde qui revendique toujours cette idée d'indépendance, d'autant plus qu'on est à l'heure de la mondialisation où de plus en plus de décisions se prennent sur la scène internationale. Moi, c'est entre autres ça qui est venu me chercher. Donc, au contraire, moi, je crois que c'est une cause, celle de l'indépendance du Québec, qui est extrêmement actuelle. Puis, tant mieux si on peut faire la pédagogie de ce projet-là auprès de ma génération. Je le fais, moi, au quotidien. Puis, souvent, les jeunes sont extrêmement curieux, en fait, d'en savoir plus. On dit que c'est des passions, on dit que ça les intéresse pas, mais en même temps, ils ne savent pas nécessairement quels sont les enjeux qui sont débattus. Donc, je pense que c'est en le faisant qu'on va voir si ça peut les intéresser. Puis, historiquement, ça a été la même chose en 1995. Les jeunes, à ce moment-là, qui avaient le droit de voter, par exemple, pour la première fois au référendum, étaient très jeunes au référendum de 80. On disait d'eux que c'était des gens qui n'étaient pas intéressés par l'idée de la souveraineté, par l'idée de l'indépendance, qu'ils allaient voter non au référendum en 95. Et finalement, seulement pendant le laps de temps de la campagne référendaire, la jeunesse est devenue massivement souverainiste et ça a été la cohorte générationnelle qui a voté le plus fortement
en faveur du oui, finalement, en 95. Quelle autre cause fait bouillonner quoi, les jeunes qui ont à peu près 18 à 28 là, ou 18 à 35 ans aujourd'hui? Bien, il y a toute la question de la justice sociale. Puis moi, j'ai fait partie du mouvement étudiant en 2012 aussi qui réclamait, dans le fond, l'abolition de la hausse des droits de scolarité. Puis il y a beaucoup d'analystes qui ont dit que ça pouvait être des motivations individuelles, que les jeunes eux-mêmes ne voulaient pas payer davantage. Mais moi, pour avoir été au cœur de cette action-là, sans avoir un poste de responsabilité, moi, j'étais juste une militante qui allait faire les manifestations de jour en jour. Moi, ce que j'entendais, c'est vraiment ce désir d'une plus grande justice sociale, de l'accessibilité à l'éducation, de faire en sorte que tout le monde au Québec puisse avoir une égalité des chances pour réussir puis accomplir son plein potentiel. Moi, c'est ce que j'ai senti quand j'ai participé à ce grand mouvement-là, qui a rassemblé tellement de gens qui a surpris, qu'on a totalement causé la surprise parce qu'on disait à notre génération qu'on était individualiste. Ce printemps érable? Oui, moi, je terminais le cégep à ce moment-là, puis j'étais donc très, très impliquée, très, très dédiée aussi, autant dans la rue que sur les réseaux sociaux aussi pour défendre mon point de vue. Donc, il y a ça, mais il y a la question aussi énormément de la lutte contre les changements climatiques. Notre génération a été sensibilisée depuis qu'on est tout petit. Est-ce que c'est si vrai que ça? Parce que quand on regarde les plateformes des différents partis, pour me parler de la vôtre si vous voulez, mais qui attirent d'ailleurs en majorité des jeunes, comme la CAQ et le Parti libéral, bon, c'est pas on ne peut pas dire que l'environnement soit à l'avant-plan, que ce soit une préoccupation centrale. Et on a l'impression, c'est peut-être théoriquement, quand les gens répondent aux sondages, ils disent oui, ça les préoccupe, mais que dans les faits, et y compris dans la pratique quotidienne, bon, il y a de plus en plus de voitures, de plus en plus de voyages internationaux, bref, de plus en plus d'actes de pollution. Les voyages, oui. Souvent, on ne réalise pas qu'effectivement, les voyages en avion, ça cause beaucoup de pollution. Par contre, les jeunes sont vraiment plus nombreux à adopter des modes de vie, par exemple, visant à stopper la surconsommation, par exemple avec le mode zéro déchet, qui est de plus en plus populaire. Beaucoup de jeunes qui deviennent aussi végétariens ou véganes pour des raisons environnementales. Donc, il y a beaucoup de jeunes aussi qui vont vers la voiture électrique, qui adoptent le mode de transport en commun, qui retournent, des jeunes de banlieue qui veulent aller vivre en ville pour diminuer leur empreinte aussi. En tout cas, j'en côtoie beaucoup autour de moi, puis je pense qu'il y a cette volonté-là de changer au niveau individuel, mais moi, le message aussi que je lance quand je parle à des jeunes de ma génération, c'est qu'au-delà des actions individuelles, ça prend des actions collectives. Il faut que le gouvernement puisse aussi poser des gestes parce qu'il y a 40 des émissions de GES, c'est les transports. Si on ne développe pas le transport en commun, si on n'agit pas pour le covoiturage, bien, il y a des grands risques que ça demeure la même chose. 30 des GES viennent des entreprises. Si on ne les accompagne pas dans une transition écologique, dans une transition verte, bien alors là, je ne sais pas s'ils vont faire le chemin eux-mêmes. Moi, je pense qu'on gagne beaucoup plus à les inciter si on veut poser une action qui est directe. Est-ce que c'est important de découper une société en générations où cette catégorie-là n'est pas très utile finalement, puisque bon, les cohortes générationnelles sont très divisées de toutes sortes de points de vue, idéologiques, politiques et autres? Oui, c'est clair qu'on ne peut pas classer tout le monde dans le même panier puis croire que l'ensemble des générations a telle ou telle préoccupation. Comme on dit, chaque personne est différente. Mais il y a quand même des tendances qu'on peut noter. Puis moi, je trouve que c'est un outil intéressant à utiliser, la question des générations, parce que les générations ont été socialisées par des grands événements qui sont communs à l'ensemble de cette génération-là et qui ont nécessairement un impact à plus ou moins grande échelle sur chacun d'entre nous. Pour votre génération, c'est lequel? C'est 2012? Bien, il y a 2012, mais aussi 2001. Moi, j'étais en 4e année aux attentats du 11 septembre, puis le monde a changé à partir du 11 septembre 2001, puis nous, on était jeunes à ce moment-là, puis c'est sûr que ça a été marquant pour les jeunes de notre génération. Puis c'est comme ça pour chaque génération. On a ces grands événements qui nous marquent. Nous, par exemple, l'absence de débat sur la question nationale, ça a un impact sur notre génération, sur notre façon de voir la politique, sur notre façon... c'est par exemple la question de l'identité québécoise. Nous, souvent, on est très confiants dans cette identité-là. On est fiers de parler français, on est fiers d'être québécois, mais on n'a pas vécu l'époque où, par exemple, on était incapable de se faire servir en français à Montréal et où le pouvoir économique était détenu par les anglophones et où il y avait des tensions. Donc, c'est pour ça aussi que les jeunes québécois, on a moins peut-être de problèmes justement avec l'anglais, qu'on se sent plus à l'aise aussi, plus confiant dans notre identité. Bien, c'est en raison de ces événements aussi qu'on a vécu ou pas vécu. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même une influence générationnelle par rapport à la socialisation
qu'on a vécu selon l'époque et selon les grands événements marquants. Quel ministère vous ferait le plus rêver là, et vous tenterait le plus pour changer concrètement le Québec? Bien, ce sera un grand défi, évidemment, peu importe ce qui arrive dans le futur. Je pense qu'il y a des défis à relever aussi dans l'ensemble des sphères. Mais c'est sûr que moi, une question qui m'intéresse particulièrement, c'est la question de la réforme de nos institutions. Parce que je crois que si on veut redonner le goût aux Québécois dans les grands projets de société, il faut avant tout qu'ils puissent avoir confiance dans la politique, dans notre système démocratique. Puis je crois qu'il y a vraiment plusieurs choses qu'on pourrait faire pour justement rapprocher le pouvoir politique des citoyens. Moi, j'essaie de le faire à ma petite échelle locale dans ma circonscription, mais je pense vraiment que l'État québécois pourrait prendre un virage. Vous pensez à quoi, par exemple, la réforme du mode de scrutin? C'est sûr que ça en est. Je pense qu'il faut qu'on puisse discuter des façons de consulter les citoyens peut-être plus souvent qu'une fois par 4 ans aux élections. Il y a toutes sortes de moyens technologiques aussi que prennent d'autres États pour impliqués directement dans les commissions parlementaires. Par exemple, au Brésil, il y a des gens qui peuvent intervenir en direct. Bref, il y a toutes sortes de choses qui se font partout dans le monde que moi, je trouve vraiment intéressantes. Pour dépoussiérer un peu c'est ça, pour changer les façons de faire. Puis ce qu'on constate, c'est qu'il y a plus de 80 des Québécois qui aimeraient être plus souvent consultés aussi dans les décisions politiques. Puis ça, c'est aussi une des grandes causes qui m'interpelle dans mon engagement politique. Oui, et puis, je vous ai demandé une projection personnelle, mais faisons une projection nationale. Vous le voyez où, le Québec, là, quand vous serez un vieux de mon âge, là, dans 30 ans? Là, comment le rêveriez-vous? Évidemment, je le rêverais indépendant. Je le rêverais un Québec où il y a beaucoup plus de justice sociale, où est-ce que les inégalités ont été réduites, où le modèle québécois, justement, a été préservé, mais surtout renforcé, parce que j'y crois beaucoup à notre façon de faire qui est unique. Puis j'espère qu'on aura une grande influence aussi à l'international, autant sur ces enjeux-là de justice sociale que sur les questions environnementales. J'espère qu'on aura eu l'occasion d'exercer notre leadership, de montrer que c'est possible d'avoir une économie qui se développe tout en priorisant les énergies vertes, les énergies renouvelables, en faisant attention justement à notre environnement pour assurer une planète en santé à nos enfants puis à nos petits-enfants. Donc, je pense qu'on peut avoir une belle influence dans l'avenir. Catherine Fournier, merci beaucoup. Merci.